Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, on vient de couper 50% des effectifs du département d'éducation aux États-Unis. Écoute, je comprends pas vraiment le système américain comme toi. Est-ce que ça joue le même rôle que le ministère de l'Éducation, par exemple, le département de l'Éducation aux États-Unis? Très bonne question, parce que je pense que certains de nos auditeurs, auditrices pourraient être d'accord avec la décision actuelle. On essaie de replacer un peu les choses. Quand on a fait le partage des pouvoirs dans la Constitution, on a dit au tout début, tout ce qui ne relève pas du gouvernement fédéral relève du gouvernement des États. Et l'éducation fait partie, donc, des prérogatives d'un État. Donc, comme au Québec, par exemple, on a ici notre ministère de l'Éducation. Chacun des États américains, dans les 50 États, on peut gérer l'éducation à sa manière. Il y a donc même potentiellement 50 systèmes d'éducation différents aux États-Unis. Pourquoi alors dédoubler ou pourquoi y a-t-il au fédéral ce ministère de l'Éducation ou ce département de l'Éducation? Parce qu'on utilise, on accepte, ça fait déjà longtemps, qu'une partie de nos subsides, de nos impôts soit versée donc à ce ministère de l'Éducation qui, lui, intervient pour pallier à des manques dans certains États, pour ne pas dire dans plusieurs États. Ça ne vient donc pas du gouvernement fédéral, les programmes scolaires, l'approche. Je sais pas si tu te souviens, au Québec, un jour, on a vécu l'approche par compétence. Il y a plusieurs années, on a dit, voilà. Puis là, on disait, ça vient des États-Unis. Ça venait pas des États-Unis, ça venait de la Californie. Donc, ça ne venait pas du gouvernement fédéral. On est allé voir ce qui s'est passé en Californie, puis on a dit, tiens, peut-être qu'on peut y trouver notre compte. C'est un autre débat, on pourrait revenir là-dessus un jour. Toujours est-il donc qu'il y a de l'argent du fédéral qui vient compenser des lacunes du système aux États-Unis et surtout dans le système public. C'est avec ça qu'on va fournir, par exemple, des repas dans les écoles. C'est avec ça qu'on soutient l'apprentissage des plus pauvres. Et encore, c'est avec cet argent-là qu'on vient soutenir des gens qui ont différentes problématiques en apprentissage. Parce que les États n'ont pas nécessairement tous les moyens de faire ça. On accepte qu'en versant nos impôts, on aide à niveler un peu l'éducation aux États-Unis. Il y a déjà des écoles semi-privées, il y a déjà des écoles privées. C'est le système public qui a énormément de problèmes pour lesquels le gouvernement fédéral intervient. Et ce que Donald Trump avait dit, et ce que disait en passant le fameux projet 2025, dont on avait parlé tous les deux avant la campagne, alors que Donald Trump disait en ignorer tout, dans ce projet-là, on disait ça fait partie des choses. Maintenant, des choses dans lesquelles on va couper. Ce que vient de décider l'administration Trump en disant on coupe la moitié du budget, c'est déjà un premier pas vers la disparition de ce département. Le problème pour l'administration Trump, et ça c'est le bout où ça devient intéressant pour moi, pas sûr que si je suis un Américain ou un jeune Américain d'un milieu défavorisé, je trouve ça intéressant, c'est que Donald Trump ne peut pas décider tout seul de fermer le ministère ou le département de l'éducation. C'est une bébite, ou c'est une bête qui tient son autorité ou son existence du Congrès, le département de l'éducation. Ça prend donc l'aval ou l'accord du Congrès pour le couper. Alors, ce qu'on peut faire de mieux, autre que de le couper, c'est de le rendre complètement inefficace. C'est de l'empêcher de vivre. Oui. Luc, est-ce qu'on dit, mettons, on va couper dans le département fédéral, puis on va s'arranger pour que les États fassent ce que le département fédéral faisait. Donc ça serait rien qu'un transfert de responsabilité, puis finalement, on coupe dans un, puis on ajoute dans l'autre, puis ça balance. Est-ce que c'est ça qu'on va faire ou quoi? C'est une partie de la réponse. J'aime bien que tu m'amènes là. Donc, on pourrait dire effectivement, par exemple, nous, au Québec, souvent on dit finalement au fédéral, n'intervenez pas dans nos sphères, dans nos champs de compétences. Donnez-nous le fric, grosso modo. Passez-nous l'argent, on a payé pour ça, c'est nos impôts, puis on va le distribuer comme on veut. Le fédéral, à ce moment-là, essaie parfois d'intervenir en disant, voici comment vous allez l'utiliser. Et c'est souvent là que ça achoppe. Maintenant, au fédéral, c'est très brouillon. Pas au fédéral ici, ça pourrait l'être, mais je parle des États-Unis. Donc, c'est très brouillon les réponses qu'on a jusqu'à maintenant. Ça semble être des coupes comme on le fait trop souvent depuis le départ, c'est-à-dire que tout le monde est pour l'efficacité gouvernementale, tout le monde, normalement, est pour qu'on rapatrie le plus près possible des citoyens l'argent, mais on n'est pas sûr du fonctionnement, puis on n'est pas sûr comment on va attribuer l'argent.
Et si on investit dans le gouvernement fédéral, ce sont plus souvent les progressistes qui vont faire ça, c'est qu'on veut s'assurer de l'endroit où va être dépensé l'argent. Si jamais on dit tout simplement aux États, on vous retourne l'argent, prenez-le. Est-ce que les États vont continuer à soutenir ce pourquoi le gouvernement fédéral accorde des subsides habituellement? Et c'est là où les critiques des coupes auxquelles on procède disent, mais c'est encore les plus démunis, c'est encore les plus pauvres qu'on va laisser tomber. Et la société américaine, de ça aussi on a déjà parlé, dans le monde occidental, c'est la société la plus inégalitaire. C'est celle où il y a les plus grands écarts entre les riches et les pauvres. Quand on parle de démocratie, habituellement, on parle du bien commun. Ça varie, on n'y parvient pas toujours. Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres s'agrandissent partout en Occident. Mais souvent, l'éducation, ça permet une certaine mobilité sociale. Ça permet de donner ce qui est cher aux Américains en temps normal, une chance égale à tout le monde de réussir, ce qui n'est actuellement pas le cas. Alors, c'est tout ça qui est en jeu dans ces coupures qu'on vient d'effectuer. Puis il s'agit de regarder qui on a mis à la tête du département. C'est Linda McMahon. Elle gérait une entreprise qui est une entreprise de lutte, de divertissement. Elle n'est là finalement que pour ne pas, ça prenait quelqu'un, pour s'asseoir sur cette chaise-là au département de l'Éducation. Et elle est là pour ne pas bloquer finalement les initiatives du duo Musk et Trump. Écoute, je fais une parenthèse, mais il y a un lien avec le système d'éducation sur J.D. Vance. Tu parles d'aider les plus démunis à pouvoir les aider à accéder à un autre niveau social, à s'en sortir. Tu comprends? Oui. Et J.D. Vance, on sait d'où il vient. Moi, j'ai vu le film de Ron Howard. Il vient d'un milieu extrêmement pauvre, les Hillbillies, très pauvre. Mais lui, il s'en est sorti par lui-même. Mais lui, j'imagine, dans sa tête, il dit, moi, si j'ai réussi à m'en sortir par moi-même, sans l'aide de personne, sauf de sa grand-mère, on le sait, là, qui l'a bien aidé psychologiquement. Mais sans l'aide du gouvernement, je m'en suis sorti par moi-même. C'est ce que vous allez faire. Vous allez vous en sortir par vous-même. On n'a pas besoin de vous aider. Il y a un peu ça dans J.D. Vance. Lui, il est chanceux. Lui, il est chanceux parce qu'il y avait toute sa boîte à outils. Sa boîte à outils était pleine. Il était brillant, il était rapide. Il a pu s'en sortir. Mais c'est pas tout le monde qui a une boîte à outils comme J.D. Vance. Non, voilà. J'aime bien que tu me... Parce qu'écoute, on parle de J.D. Vance. Je pourrais mettre Bill Clinton, par exemple, dans la même catégorie. Ou Barack Obama. On aime ce genre d'histoire-là. Bill Clinton vient d'un milieu qui est excessivement pauvre. Il explique souvent, c'était dans son langage coloré, mais je suis né sur le bord de la traque de chemin de fer en Arkansas. Il y avait nous, puis il y avait les Noirs. Je faisais partie des gens les plus pauvres. Et ce sont des gens immensément talentueux, et j'inclus J.D. Vance là-dedans. Ce sont des gens très travaillants, ce sont des gens immensément talentueux. Mais ce genre d'histoire-là cache... Ce sont l'arbre, J.D. Vance, c'est l'arbre qui cache la forêt, finalement. C'est ce genre d'histoire-là, aussi admirable puisse-t-elle être, et pour ça, j'ai une sincère admiration, c'est que si on se sert de ça, on nuit beaucoup à la cause du plus grand nombre. C'est comme le juge de la Cour suprême, Clarence Thomas, qui a bénéficié de la discrimination positive pour ses études universitaires et qui ensuite refuse, comme juge de la Cour suprême, aux autres Noirs la discrimination positive. Dans son cas, c'est même hypocrite. Il est devenu le deuxième Noir à la Cour suprême en bénéficiant d'un système que les progressistes avaient mis en place avant de dire non, ça ne va qu'au mérite. Ouais, mais là, c'est parce que c'est 2 poids, 2 mesures et en plus, vous êtes en conflit d'intérêts. Mais non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est un débat qui est très... Oui. Le Thomas, tu dis, c'est comme quelqu'un là, qui réussit à grimper dans une échelle là, jusqu'à la fenêtre en haut, puis une fois qu'il est rentré dans l'appartement, il retire l'échelle. Exactement. Complètement. C'est exactement ce qu'a fait Clarence Thomas personnellement. La décision vient de la Cour. Là. Il y a d'autres juges qui partageaient son point de vue. Mais dans le cas de Clarence Thomas, c'est effectivement le paradoxe, le côté un peu hypocrite de la chose. Une fois que je suis grimpé, on enlève l'échelle. Bonne chance pour les autres. That's it. Bonne chance. Mais parlant d'éducation, 400 millions coupés à l'Université Columbia. Écoute, ça a touché particulièrement ma blonde qui a étudié à l'Université Columbia en journaliste. C'est vrai? Elle a l'Université Columbia tatoué sur le cœur. Elle a adoré son séjour. Et là, on a coupé ça parce qu'on dit vous n'avez pas protégé suffisamment les étudiants juifs. Vous avez laissé trop de place aux manifestants pro-palestiniens, donc on va vous couper 400 millions. On se rappellera déjà, sous l'administration Biden, ça avait posé problème. À partir du moment où il y a eu cet attentat terroriste du Hamas, puis ensuite la réponse israélienne
qui n'en finit plus de finir. J'étais à l'université Harvard samedi avec des étudiants et je leur expliquais justement que la présidente de l'université Harvard qui a été dégommée après avoir littéralement tassé, après avoir témoigné au Congrès sur cette même question. Avez-vous bien géré les manifestations sur votre campus? Donc, ils sont plusieurs dirigeants d'université à avoir été tassés, à avoir été mis de côté ou à avoir quitté, mais avec une petite poussée. L'Université Columbia faisait partie de ces universités. Et donc, effectivement, on a dit, écoutez, on retient 400 millions d'aides fédérales que vous deviez avoir parce que vous avez supposément mal géré l'antisémitisme. Il y a un étudiant de l'Université Columbia qui maintenant a été arrêté aux États-Unis, qui était un résident permanent, qui détenait sa green card, qui s'appelle Mahmoud Khalil. Maintenant, on menace de le retourner dans son pays d'origine, rien de moins. Et il y a deux choses au cœur de ça. Un, c'est peut-on retirer sa résidence permanente à quelqu'un? Ça se peut, c'est possible. La réponse, c'est théoriquement oui. Maintenant, il va falloir avoir de sacrés bons arguments. Donc, il a des recours devant les tribunaux. L'autre chose, et ça, le point 2... Excuse, oui, lui, Richard, est-ce qu'il a commis des crimes graves ou il a seulement manifesté de façon pacifique? Tu vois, c'est là où je m'en allais. C'est que si on veut lui retirer sa carte verte, faut retourner donc sur le campus au moment où on va l'arrêter. C'est lui qui a organisé la réponse pro-palestinienne. Mais il a toujours été clair dans son message pro-Palestine que ça ne devait pas être associé à de l'antisémitisme. Ça a été clairement énoncé, ça a été clairement dit. Mais c'était lui le leader. Donc, on a dit non. M. Trump l'avait mentionné très durement. Si vous faites des choses illégales dans vos manifestations sur les campus, et si en plus vous êtes un immigrant, on va vous tasser puis on va vous retourner chez vous. Donc, dans son cas, lui, c'est délicat parce que son statut est moins précaire qu'un immigrant illégal, par exemple. Mais ce qu'il va falloir démontrer maintenant devant les tribunaux, c'est que ce gars-là a fait quelque chose qui était illégal. Et c'est là où je t'avais dit, quand Donald Trump parle de liberté d'expression, puis qu'il dit, si vous avez fait des choses illégales dans les manifestations, je me souviens dans la chronique d'avoir dit, définition à venir. Ben, il va falloir établir ce qu'est la liberté d'expression. T'as vu, là, il a dit le boycott contre Tesla, c'est illégal. Lui, si je dis que c'est illégal, ça devient par magie illégal. Illégal. Et c'est là où je te répète depuis le début, pour moi, c'est fascinant parce que on va voir maintenant comment les tribunaux vont se comporter. Il y a toujours ce que Donald Trump dit, puis souvent c'est un test pour les institutions et pour les tribunaux, et il y a ce qui va advenir éventuellement de la situation. Moi, ce que je déplore dans cette administration-là, je t'ai déjà confessé à la base, avant que le Hamas ne frappe, j'avais déjà un préjugé généralement pro-Israël. Ça n'enlève pas qu'on allait parler de la Palestine, qu'on peut dénoncer des choses, mais le Hamas, comme tout le monde, je pense, je condamne ça. Mais dans ce cas-ci, on ne sanctionne du côté de M. Trump que ce qu'on considère être la définition de M. Trump de l'antisémitisme, alors que tout ce qui va être homophobie, tout ce qui va être misogynie, tout ce qui va être islamophobie, ça passe. Il n'a pas mentionné ça, alors que sur les campus, on a entendu ça. Alors, on peut être pour la liberté d'expression au complet, pour tout le monde. Pas que pour son clan ou que pour son groupe d'amis. Et c'est ça qui va se retrouver devant les tribunaux. Et on a le droit de manifester pour la Palestine, on a le droit de critiquer le gouvernement israélien en autant qu'on respecte la loi. Non, voilà, il y a des limites légales à la liberté d'expression. Il me semble pas que M. Khalil, qui est arrêté, les ait enfreintes, ces limites-là. Ça va être 4 longues années, mon Charles-Luc. Merci. À demain. À demain. Salut, bonne fin de journée.